Eh bien, actuellement apparaît une exposition passionnante que nous vous recommandons d'aller voir, décrypte le monde des agents secrets du général entre 1940 et 1944, Céline. Et oui, et cette exposition a lieu donc au musée de l'Ordre de la Libération, qui est situé donc effectivement au sein de l'Hôtel National des Invalides. Et pour en parler bien de cette exposition, nous avons le plaisir de recevoir l'un des commissaires qui est aussi donc le conservateur de ce lieu de référence sur la Seconde Guerre mondiale, Vladimir Trouplin. Donc bonjour. Bonjour. Alors les services secrets de la France libre ont été créés à Londres le 1er juillet 1940 à la demande donc de De Gaulle. Rappelons dans quel contexte. Alors je pense qu'il faut effectivement rappeler un petit peu que la France à ce moment-là a connu la pire défaite militaire de son histoire. Ouais. Et que on a donc cette situation où en 6 semaines, on a 1 800 000 Français qui sont prisonniers de guerre, 60 000 morts, 123 000 blessés, une partie du territoire qui est détruit, et un abattement absolu sur la tête des Français. Et c'est ce qui explique aussi que le maréchal Pétain va prendre immédiatement la disposition qui lui convient le mieux, c'est-à-dire demander un armistice à l'Allemagne et à l'Italie. Et donc on se retrouve dans une situation où il va y avoir 2 France, d'un niveau et d'une puissance absolument peu comparables. La France de Vichy, celle du maréchal Pétain qui va être celui de la Révolution nationale, et la France officielle. La France officielle, en guillemets, ouais. Et celle du général de Gaulle qui s'appelle la France libre et qui est constituée de simplement quelques milliers de volontaires qui ne veulent pas arrêter la guerre et qui veulent poursuivre le combat. Oui. Alors comment sont nés effectivement les services secrets de cette France libre ? Alors le général de Gaulle ayant autour de lui très peu de monde et pas d'officiers généraux, pas d'officiers supérieurs pratiquement, c'est un jeune capitaine de 29 ans qui est un polytechnicien et officier du génie qui n'a aucune expérience dans le renseignement, qui va confier la tête de son 2e bureau. Traditionnellement dans l'armée, le 2e bureau de l'état-major est celui qui s'occupe des questions de renseignement. Et c'est donc ce jeune capitaine qui s'appelle André de Wavrin, et qui va prendre le pseudonyme d'une station de métro pas très loin d'ici, Passy, qui va mettre sur pied, le fameux colonel Passy, qui va mettre sur pied intégralement, avec très peu de moyens et sans expérience, les services secrets de la France libre. Et oui, et donc quel rôle ils ont joué ? Alors André Berkoff le disait en préambule, c'est un rôle extrêmement important, parce que d'une part, ils vont apporter, non seulement au général de Gaulle, mais aussi aux Britanniques, des renseignements d'importance majeure sur les troupes allemandes sur le territoire français, sur l'état d'esprit de la population française. Les renseignements apportés par les agents secrets de la France libre vont d'ailleurs nourrir une radio célèbre, qui est la BBC, et les émissions Les Français parlent au français, qui vont pouvoir faire état d'un certain nombre de renseignements glanés et récupérés par les agents. Mais au-delà de ça, il y a des réseaux d'action, d'évasion de prisonniers de guerre, d'action militaire, et on en parlera peut-être aussi d'action politique. Voilà. Et oui, ils avaient effectivement un rôle éminemment important sur le plan politique. Et encore une fois, ils étaient le seul lien, effectivement, entre les 2 résistances, la résistance extérieure du général de Gaulle et la résistance intérieure qui naît spontanément un peu partout en France. Ah oui. Mais par rapport aux services traditionnels, donc ils avaient un rôle complètement élargi. Absolument. Ouais. Les services traditionnels de renseignement étaient d'une part rattachés au commandement militaire et d'autre part étaient en charge de renseignement et de contre-espionnage. Les services du colonel Passy seront chargés des mêmes missions, mais au-delà de ça, d'action militaire, ce qui n'était pas le cas avant, et d'action politique. Action qui impliquait aussi sabotage, enfin action militaire, c'est ça. Absolument. Sabotage, lever des fusils, la mitraille, les grenades, le fameux champ des partisans. Ouais. Dans l'optique d'avoir une armée secrète qui soit en mesure de jouer un rôle, de peser au moment de la libération du territoire, et on le savait déjà très vite, au moment où les Alliés finiraient par débarquer sur le sol français. Ce qu'on appelait l'armée des ombres. Exactement. C'est former l'armée des ombres, lui donner des moyens militaires, l'instruire. Et puis sur le plan politique, c'est très important, c'est ces agents du BCRA qui vont mettre en place cette union de la résistance qui sera concrétisée par Jean Moulin, qui est peut-être le plus célèbre finalement de ces agents secrets du général, par le Conseil national de la résistance, le 27 mai 1943. Et oui. Et ces agents, on peut dire qu'ils ont obtenu quand même des résultats assez exceptionnels pendant la guerre. Ils ont obtenu des résultats exceptionnels en considérant surtout leur nombre au départ très peu nombreux et les conditions extrêmement difficiles et la particularité, vous savez, les agents de renseignement en général ils partent de leur propre pays, ils opèrent à l'étranger. Là c'est très particulier, c'est des Français exilés qui opèrent non pas à l'étranger mais dans leur propre pays.
C'est passionnant d'ailleurs. Effectivement. Alors les effectifs, effectivement, vous parlez de noms, mais ils étaient combien en fait au final? Alors au final, le final masque la réalité. Au final, vous avez 80 000 agents du BCRA, dont 77 000 recrutés en France. Mais là, on est en 1944, quasiment après la libération, où les services ont énormément grossi. La réalité, c'est que les 2-3 premières années, jusqu'en 1943, c'est quelques centaines de personnes. C'est ça, il faut le rappeler. Voilà. Le début, les 3 premières années, vous dites Ah oui, les 3 premières années. En fait, à l'époque, les gens qui rejoignaient De Gaulle ne venaient pas justement pour être agents secrets, ils voulaient combattre, c'est ça. Absolument, le renseignement, c'est quelque chose qui n'était pas dans l'imagerie, dans l'imaginaire de la jeunesse de France. La jeunesse de France, pour les garçons en particulier, ils voulaient tous être pilotes de chasse. Bon, et donc, à défaut d'être pilote de chasse, ils voulaient se battre. Donc, beaucoup, évidemment, ont rejoint l'armée de terre, qui à l'époque était beaucoup plus importante. Et ça a créé un problème de recrutement d'agents, parce que ça ne faisait pas rêver, le renseignement. Et certains se sont tournés vers le renseignement, faute de trouver une affectation. C'est le cas d'un d'entre eux qui est assez connu, Daniel Cordier. Qui, à force de tourner en rond, ne pas avoir d'affectation, a eu un camarade qui a été pris dans les services. Il a réussi à faire dire ce que son camarade n'aurait pas dû lui dire. C'est qu'il avait été pris dans les services de Passy. Et il a fait des pieds et des mains pour être pris, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé agent du BCRA. Et Daniel Cordier, rappelons-le, a été le secrétaire de Jean Moulin. Absolument. Et il a écrit ses Adieux Caracalla et ses mémoires magnifiques. Et oui, et il a surtout effectué une des plus grandes missions, plus longue du moins. Une des plus longues, il a fait une mission de 22 mois dans la clandestinité, ce qui est extrêmement long. Oui, ce qui est assez... Alors, comment étaient recrutés? Parce que c'est assez complexe. Alors, ces agents, d'abord, ils sont recrutés à Londres. Même si, je l'ai bien dit, tous les agents du BCRA ne sont pas forcément allés à Londres, mais au départ, ils sont évidemment recrutés parmi les volontaires de la France libre. Bien sûr. Il faut qu'on détecte chez eux un certain nombre de qualités. Donc, ils passent au crible d'abord des Britanniques à travers une école qui s'appelle Patriotic School et qui n'est pas une école très sympathique. C'est celle où on vous soumet des interrogatoires extrêmement serrés. Ça peut durer 1 semaine ou 15 jours. Vous êtes prisonnier. Il n'est pas question d'en sortir. Évidemment, il s'agit d'éviter l'entrée sur le territoire anglais d'espions allemands ou autres. Et donc, il y a ce criblage-là. Et ensuite, lorsqu'on considère que les gens sont aptes à s'engager dans la France libre, bon, au passage, les Anglais essayent aussi de récupérer quelques Français pour leur propre service. Mais ensuite, les Français libres qui sont sortis de cette école, quand on détecte chez eux un certain sens moral fort, un engagement très profond, on voit s'ils sont capables d'être des agents. Et à ce moment-là, on va les envoyer dans des écoles de formation britanniques, parce que il n'y a que les Anglais qui peuvent aider les services français. Sans les Anglais, rien ne se ferait. On leur doit tout, en quelque sorte. On leur doit tout, de ce point de vue-là. Et en même temps, ils étaient complètement dépendants d'eux. Totalement dépendants d'eux. Totalement dépendants d'eux par la formation des agents. Il y a une 30aine d'écoles sur le territoire de Grande-Bretagne qui sont des écoles techniques de formation, sabotage, parachutage, liaison radio, codage, cambriolage, enfin tout ce qui fait un parfait agent. Les moyens techniques, c'est-à-dire les avions qui permettaient de parachuter les agents, sont absolument britanniques, et tout l'équipement de l'agent, y compris les petits gadgets dont on parlera peut-être tout à l'heure, sont britanniques. Mais c'est un gentleman agreement, parce que les Anglais ont un besoin capital de connaître ce qui se passe en France. Et ils ont bien compris qu'envoyer des agents anglais, même parlant très bien français, c'était quand même extrêmement risqué. Et donc il faut employer les Français. D'où cet arrangement avec les services français du général de Gaulle. On vous aide, vous nous donnez les renseignements, et c'est vos hommes qu'on va envoyer en grande majorité. Ah oui, mais les rapports étaient quand même parfois tendus, non? Parce qu'il faut rappeler quand même que les Britanniques, les Anglais, ne reconnaissaient pas la France libre comme un gouvernement en exil. Oui, ça c'est le péché originel du maréchal Pétain, si je peux faire une incise. La France est le seul pays occupé par l'Allemagne en Europe occidentale à avoir signé un armistice et donc être sorti de la guerre. À partir de là, c'est le seul pays qui a signé un armistice. Absolument. Ni les Belges, ni les Hollandais, ni les Polonais, ni les Tchèques, ni les Luxembourgeois même n'ont choisi de signer une fin des combats de cette manière-là, ce qui fait que la France, sortant officiellement de la guerre, son gouvernement légal, même aux yeux des Britanniques, c'est celui du maréchal Pétain. D'où la difficulté de De Gaulle à exister de ce point de vue-là. Et d'où la difficulté de Gaulle à recruter, parce qu'il fallait donc s'opposer non seulement à l'ennemi, mais à son propre gouvernement. Et dans l'illégalité. Et dans l'illégalité. Ah oui. Alors concrètement, comment ils étaient formés? Comment ça se passe, une formation d'un agent? Ça dure 1, 2, 3 mois. On les envoie dans différentes écoles. D'abord, ils commencent par faire un entraînement militaire assez classique, c'est-à-dire ils apprennent à tirer, le maniement de toutes les armes possibles et imaginables, le close combat, comment tuer quelqu'un à main nue, enfin ce genre de choses, donc ils font partie de la guerre. Et puis ensuite, on les envoie dans vraiment des écoles, des training schools, des écoles spécialisées, où ils vont apprendre tous à coder et à décoder.
ils vont apprendre évidemment le sabotage, c'est-à-dire là le maniement particulier des explosifs, ils vont apprendre à éviter les filatures, ils vont évidemment apprendre à vivre dans la vie clandestine. Donc il y a vraiment toute une formation qui est extrêmement stricte et surtout les instructeurs britanniques font des rapports extrêmement détaillés dans lesquels ils définissent leur vision de l'agent. Et donc toute une partie de ces gens-là ne seront jamais agents, hein, très clairement, parce qu'ils n'en ont pas les qualités. Et on va surtout détecter les qualités techniques ou morales ou intellectuelles des uns et des autres. Ça veut dire qu'on va commencer à les prédiriger vers des missions, vers des fonctions particulières. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un peu solitaire, qui n'est pas très causant, mais qui est un manuel extraordinaire, un homme qui a du sens de l'initiative, il sera saboteur. Trouver les dons de chacun. Voilà, utiliser les dons de chacun. Exactement, et quelqu'un qui manie très bien et qui se débrouille très bien avec le codage et la transmission clandestine en morse, qui est un exercice pas facile, on va vite l'aiguiller vers le fait d'être opérateur radio. Et puis, il y a des gens dont on va se dire, bon, il n'est pas très doué physiquement, mais par contre, quel entraîneur d'homme avec ses copains, quelle qualité intellectuelle il a, ce seront des chefs de mission, ces gens-là. C'est-à-dire, ce seront des patrons. Hein, voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, eh bien, l'agent est officiellement recruté. Ah oui, c'est bien. Mais quelle est l'étape, en fait, à partir de laquelle on est susceptible de savoir qu'on peut être voilà, dans les services secrets? L'agent le sait au terme de cette formation technique. C'est-à-dire qu'on lui dit, vous n'avez pas passé les tests, vous allez être reversé dans une unité combattante, vous avez passé les tests, vous entrez au BCRA, vous prenez donc à ce moment-là un nom fictif, on vous crée une légende, et vous allez vous préparer à la mission, qui peut être... On lui crée sa biographie, sa vie... Oui, c'est comme le bureau des légendes, hein, c'est ça. Et, donc, et ça peut durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois à attendre une mission. Et à ce moment-là, l'officier est bien obligé de vivre à Londres. Et donc, il vit comme un officier des forces françaises libres normales, sauf qu'il a un faux nom, qu'il ne doit évidemment pas dire à ses camarades, parce qu'ils se connaissent un peu tous. Certains sont même partis ensemble de la France pour l'Angleterre. Ils ne doivent pas raconter, évidemment, ni leur affectation, encore moins leur mission. Ils ne doivent pas se prendre en photo. Et quand il y a des réunions officielles, des cérémonies, par exemple, quand le général de Gaulle fait un grand discours à l'Olympia Hall à Londres, ils sont invités, mais on les met dans un coin à part. On ne les mélange pas avec les autres. Donc ils ont cette semi-vie clandestine, mais en même temps, ils vont dans les restaurants que fréquentent les Français. Ils vivent une vie à peu près normale. Juste un mot, Vladimir Troublin. Combien était-il, je parle des agents secrets, recrutés, enfin formés, une formation en 40, fin 40. Pour dire, ils étaient combien? Fin 40, ils étaient peut-être 30 ou 40. C'est tout. Ah mais oui, la première mission. Alors, les premiers agents envoyés par le colonel Passy, qui n'est pas colonel, hein, il a 29 ans, et il est capitaine, De Gaulle vient de le nommer commandant, juste le petit grade au-dessus. Le commandant Passy envoie les premiers agents en juillet 40, septembre 40. Des gens célèbres comme un certain Gilbert Renaud, connu sous le nom de colonel Rémy, Pierre Fourcault, Maurice Duclos, qui vont tous devenir des cadres importants du BCRA par la suite. Après, oui. Ils sont chargés surtout de missions de renseignement, parce qu'on n'a aucun moyen technique, on ne sait pas comment saboter. En fait, ils créent des petits réseaux qui vont grandir de renseignement militaire. C'est surtout ça. Ça, c'est en 40. Et les premières actions armées... Ils sont 30-40, là. Oui, trentaine, quarantaine. Et en 41... les premières actions armées ont lieu en mars et mai 1941, qui sont des opérations de sabotage projetées depuis l'Angleterre. Mais tout ça est très progressif. En fait, ce qui va aussi aider les services à recruter à partir de 1943, c'est quand il y aura la réunion, peut-être on en dira un mot, entre les services de Vichy à Alger et les services du général de Gaulle, et que donc là, les effectifs de Vichy vont venir compléter, et que surtout beaucoup de jeunes Français évadés par l'Espagne, rejoignant l'Afrique du Nord, vont être recrutés pour faire des agents d'opération. Il y a eu non pas jonction, mais il y a eu rencontre, vraiment, synergie avec Vichy, là. Alors, je parle à Alger. Là, c'est à Alger en 43, mais il y a même plus que ça, il y a fusion. Et il y a fusion difficile. Avec Giraud, hein. Avec Giraud, avec les services de Giraud, qui sont en fait les anciens services de Vichy, qui sont les services traditionnels français de renseignement de l'armée, qui ont poursuivi leur travail avec l'armée d'armistice très réduite que les Allemands autorisaient à la France de Pétain. Mais quand l'armée d'armistice est dissoute par l'occupation totale du territoire français en novembre 42 pour répondre justement au débarquement allié en Afrique du Nord, à ce moment-là, les chefs de l'armée des services de renseignement passent à Alger. Et juste un mot, est-ce que ça a bougé, tout ce que vous décrivez là? C'est après Stalingrad, au moment de la victoire de Stalingrad, est-ce que ça a joué vraiment un rôle là aussi? Non, la victoire de Stalingrad, à mon avis, joue pas de rôle, simplement elle marque le tournant de la guerre sur le plan militaire, hein, on le sait tous, mais il y a toute une conjonction, c'est vrai que les Allemands commencent à reculer un peu partout.
début 1943, et le débarquement allié en Afrique du Nord est un tournant très important également, qui précède Stalingrad de quelques mois. Oui. Mais les agents secrets de la France, est-ce qu'ils étaient en contact avec ceux de Pétain ? En France, donc, quand ils étaient envoyés en mission en France. Alors, très rarement, et c'est des initiatives individuelles. Il n'y a pas de contact réel et officiel entre les deux services. Oui, ça serait étonnant. Mais il y a effectivement, au sein des services secrets du maréchal Pétain, une branche totalement officieuse qui travaille contre les Allemands, qui fait du renseignement militaire contre les Allemands, mais qui en même temps est ni gaulliste ni pro-britannique. Mais en revanche, il y a des contacts, parce que certaines personnes se connaissaient avant-guerre, et se rencontrent, se jaugent, se jugent. Et quelques agents des services de Vichy sont directement passés à Londres dès 1941. Pardon, c'est quand même très étonnant, comment ils travaillent contre les Allemands alors que Pétain avait décidé de la collaboration. Nous sommes entrés dans la voie de la collaboration. Non, mais je veux dire, qu'ils soient au sein du gouvernement Pétain ou au sein, en tout cas, ça paraît... c'est un des paradoxes de la guerre, si vous voulez, où même au sein de la Révolution nationale, on pouvait aimer beaucoup le maréchal Pétain, avoir un peu des idées qui étaient les siennes et détester foncièrement les Allemands. Et c'est le cas de beaucoup de militaires français. Et finalement, les militaires français n'ont pas été collaborationnistes dans leur grande majorité. Mais beaucoup de gens, d'ailleurs, de droite, même nationalistes, etc., étaient anti-allemands et ont rejoint la résistance. C'est le cas de Daniel Cordier, dont on parlait tout à l'heure, qui était même maurassien et même antisémite, disons-le franchement. Il l'a raconté à de nombreuses reprises, et qui était sur la ligne Pétain jusqu'au jour où il a entendu le message de Pétain aux Français le 17 juin. Et il s'est mis à détester Pétain à l'instant même en se disant « mais il nous a trahis ». Alors qu'il était pétainiste. Oui. Vladimir Trouplin, on va continuer de parler des agents secrets du général de Gaulle dans un instant sur Sud Radio. Nous avons le plaisir de recevoir l'un des commissaires de cette exposition, donc qui a lieu jusqu'au 16 octobre, Vladimir Trouplin. Alors, les missions confiées aux agents clandestins du général de Gaulle étaient variées. On en a parlé il y a quelques instants sur Sud Radio. Mais avant de partir en mission, donc l'agent doit franchir plusieurs étapes. La première est l'abandon du nom de Londres. Racontez-nous ce que c'était exactement. Et oui, on a dit tout à l'heure qu'entrant comme agent au service secret, on lui donne une fausse identité, qui est son identité de Londres. Mais quand il part en mission, il a un ordre de mission et un nom tout à fait différent, une légende tout à fait différente, et on le prépare à connaître cette légende. Donc il passe un certain nombre d'entretiens pour qu'on comprenne s'il a bien assimilé le personnage qu'il doit être en France. Ensuite, évidemment, on va l'équiper d'un certain nombre de choses, des vêtements français, dont toutes les marques de tailleurs ont été retirées. Évidemment, on va lui fournir des petits objets insolites qui lui serviront dans la vie clandestine. Par exemple ? Par exemple, des objets usuels qui servent à cacher des messages. Un manche de rasoir, par exemple, dans lequel on peut glisser un papier. On présente ça dans le musée. On présente également une brosse à chaussures toute simple, mais qui est truquée, qui permet d'y cacher un certain nombre d'informations. On va l'équiper aussi d'appareils de réception radio qui sont sans danger, parce que la radio est dangereuse quand on émet, on peut être repéré, mais quand on reçoit, et qui lui permet d'écouter les messages personnels de la BBC, qui sont en fait très souvent des mots d'ordre, qui donnent le signal d'une action. Et puis on va lui confier ce qui est la particularité unique de l'agent, et c'est pas la plus drôle, c'est la pilule de cyanure, qu'il peut refuser pour des raisons éthiques, morales, qui entraîne, c'est un poison qui entraîne la mort. Une mort immédiate. Une mort immédiate, et un certain nombre de ces agents, hélas, ont été obligés de prendre cette pour ne pas qu'ils soient attrapés, quand ils sont attrapés, pour pas parler, la torture et ne pas parler, bien sûr. Pour ne pas faire s'effondrer les réseaux, pour ne pas être obligé de trahir, et voilà. Ah oui. Mais tous ces accessoires et tous ces vêtements étaient donc fabriqués d'où ils venaient? Ils étaient fabriqués sur place? Les Anglais, vous dis-je. Les Anglais faisaient tout. Les Anglais avaient aussi une ingéniosité, une inventivité absolument formidable, justement, pour fabriquer des petits objets du quotidien qui servaient aux petits gadgets, les petits gadgets de James Bond avant l'heure, si vous voulez. Oui. Et donc les vêtements étaient anglais. Ils essayaient de suivre la mode française, ce qui n'est pas toujours très réussi, parce qu'on montre une veste du BCRA d'un agent civil qui n'a jamais servi, parce qu'elle fait tellement anglais que c'était pas formidable. Mais donc ces agents étaient parachutés généralement en civil, avec une tenue de saut fournie par le SOE britannique, et qui servait à éviter que les vêtements s'abîment à l'atterrissage ou soient abîmés par des branches, et ils devaient détruire ces combinaisons de saut ou les enterrer pour évidemment être le plus discret. Donc si vous voulez, c'est Monsieur Tout-le-Monde. L'officier de la France libre devient Monsieur Tout-le-Monde, et il doit se fondre dans le paysage.
Ah oui, c'est ça. Et avant de partir, l'agent rédige son testament, c'est ça? Oui, alors on montre un exemple d'un jeune homme qui s'appelle Henri Laby, qui est un de nos compagnons du BCRA, et qui écrit, alors c'est très court, il écrit en cas de perte irrémédiable pour la nation, c'est-à-dire ma pomme, donner à ma famille mes vêtements et mon compte en banque. Ouais, c'est joli. Il avait 20 ans. Hein. Et 20 ans. Il avale sa pilule de cyanure 1 an et demi plus tard. Voilà. Incroyable. Alors, quelles étaient leurs conditions de vie dans la clandestinité? Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, un agent, pour être efficace, il ne peut pas être isolé. Et donc, ces agents, ils doivent faire avec les contacts qu'on leur a donnés de Londres, mais ils doivent aller au-delà de ça, trouver des contacts dans la population française, qui sont des gens qui vont les héberger 2 jours, garder du courrier, cacher un certain nombre de choses, leur fournir éventuellement aussi des agents supplémentaires qui vont compléter le réseau dont ils ont la charge. Donc, en gros, un clandestin isolé n'est rien. Ouais. Et il y a un exemple très intéressant. Les Allemands, en 1945, avant leur capitulation, ont essayé de faire la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont parachuté des Français depuis l'Allemagne en territoire français libéré pour essayer de faire de l'action subversive. En 3 jours, ils ont tous été arrêtés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces agents allemands n'avaient aucun soutien possible dans la population. Ils n'étaient pas des poissons dans l'eau. Ils ne pouvaient pas être des poissons dans l'eau. Et ça montre bien quand même que la population française, finalement, y compris des gens qui ne sont pas homologués comme résistants, ont donné des coups de main, ont fermé les yeux, ont aidé une partie de ces agents dans leur mission. Et oui, mais comment ces aides étaient recrutées? Comment leur faire confiance? Comment ne pas être trahi? C'est la grande difficulté de la chose, c'est la part de risque. C'est la part de risque qu'on accepte de prendre. Et donc on fait des rencontres, une première, on se fait un avis, on redonne un rendez-vous. Si l'avis n'est pas bon et si on le sent pas bien, on donne jamais suite. C'est ce que raconte un des compagnons de la Libération, parce qu'on a quelques témoignages d'agents bien après la guerre qui racontent qu'on l'a envoyé à Bordeaux voir quelqu'un, ça lui a pas plu du tout, il a coupé court immédiatement. Ah, il a eu son instinct à réagir. Uniquement l'instinct. Et il dit, mon instinct ne m'a pas trompé parce que le type a été la cause de l'arrestation de 25 personnes ou 30 personnes dans le réseau. Voilà. Donc il y a une part de chance et une part de risque. Il y avait les traîtres, il y avait les malheureusement, oui. Et tout au long de sa mission, donc l'agent doit couper totalement les liens avec tous ses proches, sa famille, femme, enfants. Il ne doit évidemment pas reprendre contact avec sa famille, qui doit absolument ignorer qu'il est en France. Pour des raisons de sécurité, il ne doit pas revoir ses amis. Normalement, il est même censé ne pas voir les agents qui sont les agents anglais comme lui, enfin venus d'Angleterre comme lui, qui connaît très bien, qui sont parfois des camarades de chambrée dans leur formation en Angleterre. Sauf que c'est pas toujours respecté. Daniel Cordier, le jour de son anniversaire, rencontre Maurice de Chevigné, qui est un opérateur radio avec qui connaît, qui est un de ses meilleurs amis. Et Maurice de Chevigné le prend en photo place Bellecour à Lyon pour marquer l'événement de l'anniversaire de Cordier. On monte la photo, c'est absolument interdit. Bon. Mais vous savez, quand on reste 22 mois dans la clandestinité, il y a un moment où immanquablement, la peur première, la peur du début disparaît, et puis il y a un certain nombre de consignes qui disparaissent avec. Et oui. Et ces agents ne bénéficiaient pas de protection liée aux droits de guerre? Mais non, évidemment, ils sont considérés comme des francs-tireurs, et donc clairement, quand ils sont arrêtés, ils ne sont pas soumis aux lois de la guerre, donc ils ne sont pas prisonniers de guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement pour les Allemands, c'est au mieux pour eux la déportation, et autrement le fusiller, exécuter, massacrer. Torturer d'abord, et torturer d'abord. Eh oui. Combien ont survécu à la guerre? Alors sur les 174 compagnons agents secrets, qui est vraiment l'objet de notre exposition, 60 sont morts pendant la guerre. Ça fait un taux de perte de presque 35%, ce qui est absolument considérable, parce que c'est très supérieur à toutes les unités militaires engagées qui avaient des pertes, mais 35% de pertes, c'est considérable. Et oui, et rappelons que Jean Moulin, effectivement, a succombé donc sous la torture le 8 juillet 1943. À ce propos, écoutons donc ce célèbre discours d'André Malraux. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. Fabuleux, l'ordre de la nuit, extraordinaire discours de qui avait été prononcé le 19 décembre 1964, donc lors du transfert des cendres au Panthéon, exactement. Alors c'est intéressant, combien de compagnons de la Libération ont survécu
à la guerre. Vous avez dit que 60 sont morts, c'est-à-dire donc... Ça en fait 114 en fait. 114 ont survécu. Qu'est-ce qu'ils ont fait après la guerre, tous ces compagnons? Alors des choses, d'abord très peu sont restés dans les services parce qu'en fait c'était pas des professionnels du renseignement, c'était entre guillemets des amateurs volontaires et donc une fois la guerre terminée, c'était pas forcément leur vocation. Il y en a 4 qui sont restés dans les services, dont Pierre Fourcault qui est un des piliers du début, et puis après ils ont repris le cours de leur vie. Il y en a une vingtaine qui ont fait ensuite carrière dans l'armée, il y en a qui ont fait carrière dans la politique, certains noms assez connus comme Jacques Chaban. Passy est devenu et resté. Non, Passy est resté jusqu'en 1946, jusqu'à la création du SDEC, le SDEC qui a suivi le BCRA, si vous voulez, et après il a démissionné et il est passé dans le secteur privé. Mais enfin, vous avez des hommes politiques comme Jacques Chaban-Delmas, qui est un ancien agent clandestin. Oui, on l'oublie ça. Oui, membre d'un réseau de renseignement militaire. Et puis des gens qui ont fait des carrières très étonnantes, comme Daniel Cordier qui est devenu un galeriste. Collectionneur d'art très connu. Certains sont devenus des écrivains très prolifiques comme Dominique Ponchardier qui est l'auteur, on ne le sait pas trop, mais du Gorille par exemple, ou le colonel Rémy qui a fait une carrière d'écrivain tout à fait prolifique après la guerre. Voilà. Donc des destins très très variés. Et oui, rappelons que Romain Gary a fait partie effectivement de ses agents, André. Oui, absolument. Alors pas des agents, il fait partie des compagnons de la Libération. Des compagnons, pardon, exactement. Il était dans les bombardiers, voilà, il était officier observateur dans les bombardiers de la France libre. D'accord. Donc c'était dans quel type de mission il a fait des missions en Afrique, Romain Gary, et puis ensuite à partir de 1943, son groupe de bombardement est arrivé en Angleterre pour les missions sur l'Allemagne, etc. Et c'est lui qui a eu cette phrase extraordinaire parce qu'on en parle. Il dit justement, compagnon de la Libération, il disait je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines. Et il y a eu, c'est très intéressant de rappeler ça parce que il y avait aussi les résistants de Missak Manouchian, vous savez. Les FTP Moy, etc., la fiche rouge. Et c'est très intéressant parce que dans le poème d'Aragon, chanté par Léo Ferré, il disait, parce que c'est intéressant de rappeler ça aujourd'hui, ils ont été fusillés, n'est-ce pas? Et il disait la France en s'abattant. Absolument. Il faut rappeler ça. Aujourd'hui, ça parle de tout à fait. Juste une chose, De Gaulle, il était au courant, enfin, il supervisait ça, il suivait ça de Londres. Je veux dire, est-ce qu'il était très au courant? Alors, le général de Gaulle n'était pas un homme de renseignement. C'était un militaire assez traditionnel et il voyait le renseignement avec un peu de distance. C'était pas son truc. Mais il reconnaissait la valeur du renseignement. Oui. Mais il a mis du temps et en 1942, il a donné l'ordre à Passy justement d'aller au-delà des travaux des services de renseignement traditionnels pour faire de l'action militaire et de l'action politique en France, c'est ce qu'on disait. Et c'est là que tout a changé. C'est-à-dire, on en parlera peut-être si on a le temps, mais la DGSE d'aujourd'hui, c'est l'héritière directe du BCRA de 42 parce que c'est exactement le même type de fonctionnement des services secrets et spéciaux en même temps, non plus rattachés aux militaires, mais aux politiques. C'est la grande différence. Et dans l'exposition... ça a commencé en 42. C'est le politique de Gaulle qui a... C'est de Gaulle qui décide que les services doivent être attachés aux politiques, c'est-à-dire à son état-major à lui, pour être très clair. Et d'ailleurs, il y a une photo de Gaulle dédicacée dans le musée, dans l'exposition, au BCRA, en toute confiance, Charles de Gaulle. Et ça, c'est tout à fait étonnant, parce que de Gaulle dédicaçait jamais à des collectivités, à des individus. Des individus, bien sûr. Ça marque la confiance de Gaulle, mais c'est une confiance un peu tardive. C'est intéressant. Vladimir Trouplen, on va continuer de parler des agents secrets du général de Gaulle dans un instant sur Sud Radio. Oui, exactement. Et cette exposition se fait en partenariat donc avec la DGSE. Vladimir Trouplen, pour quelle raison? Expliquez-nous. Alors d'abord, pour une question un peu mémorielle, c'est que la DGSE fête en ce moment le 40e anniversaire de son appellation DGSE. Et qu'elle est très attachée aussi à l'histoire, à ses racines, et donc au 80e anniversaire du BCRA également. Et comme il y a eu un rapprochement avec l'Ordre de la Libération il y a quelques années, puisque les militaires de la DGSE du 44e régiment d'infanterie peuvent porter depuis 2017 la fourragère de l'Ordre de la Libération. On a proposé à la DGSE de contribuer. Et puis il y avait une autre raison qui était un peu intéressée, c'est qu'en fait, pour parler des agents secrets, les collections de la DGSE, les objets, les gadgets sont absolument exceptionnels. Et pour tout dire, il fallait absolument faire appel à eux. Donc c'est aussi comme ça qu'est né ce partenariat. Ah oui, quelques exemples de gadgets exposés.
Vous avez un stylo lance-gaz, par exemple, qui fait très James Bond. Vous avez le Minox du colonel Passy, c'est ces petits appareils photo miniatures qui servaient évidemment au renseignement, à photographier les documents. On a un S-Phone qui est l'ancêtre du téléphone portable. Alors quand on le voit, ça ne rend pas du tout un portable, mais, parce que ça pèse 15 kilos, mais ça permettait de communiquer en direct jusqu'à 10 km de distance et en voie non trafiquée, si vous voulez, avec des avions qui tournaient et auxquels vous pouviez à la fois passer des informations ou que vous pouviez guider pour des parachutages ou des bombardements. Voilà, ce genre de choses. Ah oui. Alors, l'ordre de la Libération, on le rappelle, c'est le 2e ordre national après la Légion d'honneur. Pourquoi De Gaulle l'a institué ? D'abord parce qu'il a compris que la lutte serait longue et compliquée, parce qu'il a connu un gros échec en essayant de rallier l'Afrique occidentale française en septembre 1940 à Dakar. C'était une catastrophe. Les premiers morts de la France libre tués par des balles françaises, c'était quelque chose d'affreux. Et il s'est dit, ça va être très long. Donc il faut encourager les quelques milliers d'hommes et de femmes qui m'ont rejoint. Il faut les récompenser les plus méritants, et puis ça s'inscrit plus largement dans un contexte très politique qui est celui de la légitimité du général de Gaulle face à celle de Pétain. De Gaulle estime que le gouvernement de Vichy est illégitime parce qu'il n'avait pas le droit de mettre un terme à la République. À partir de là, il est nul et non avenu, et donc qui représente la France? C'est la France qui combat, c'est-à-dire lui et ses hommes, et il met en place un embryon d'État, et il crée un peu la Légion d'honneur de la France libre avec l'ordre de la Libération. Ah oui. Et à ce jour, combien de personnes, ou de femmes aussi, qui l'ont reçu ? Très peu. 1038 hommes et femmes, dont 6 femmes seulement. Donc c'est très peu, et c'est révélateur aussi de ce qu'était la condition féminine à l'époque, qui était encore une fois une mineure civile et civique. Mais voyez, c'est une petite cohorte, ces 1038. Et puis il faut rappeler que la Légion d'honneur est distribuée, je ne sais pas personnellement à n'importe qui, mais enfin elle est distribuée très massivement aujourd'hui, la Légion d'honneur, alors que lors de la Libération... Lors de la Libération est resté, De Gaulle a toujours voulu que ce soit extrêmement parcimonieux, pour garder un caractère extrêmement exemplaire. Mais les compagnons n'ont pas libéré la France tout seuls. Ils sont aussi les représentants de toutes celles et de tous ceux qui ont mené à leur côté avec eux le même combat. Les inconnus, absolument. Et, oui. Et aujourd'hui, alors, quelles sont les missions de l'ordre de la Libération ? Alors, le dernier compagnon de la Libération, Hébert Germain, nous a quittés en octobre dernier. Il y a eu une très belle cérémonie le 11 novembre. Il a été enterré au Mont-Valérien. Et l'Ordre de la Libération, depuis plusieurs années, évidemment, se prépare à cette disparition physique. La mission de l'Ordre de la Libération, au-delà de l'organisation chaque année de la cérémonie du 18 juin, qui est un caractère très mémoriel, se dirige véritablement vers l'avenir et vers la jeunesse de France, considérant que le patrimoine moral, les histoires, l'engagement de ces compagnons de la Libération doit être absolument transmis aux jeunes générations et faire un peu figure, modestement, de boussole de citoyenneté. Montrer et conforter ce qu'on appelle aujourd'hui l'esprit de défense. Qu'est-ce qu'on a de commun? Qu'est-ce qu'on a de commun à défendre en cas de problème? Et le retour de la guerre en Europe nous apprend aussi que la défense n'est pas seulement le rôle des militaires, mais aussi de toute une nation. C'est clair, mais alors de ce point de vue-là, c'est le patrimoine immatériel de la France, mémoriel de la France. Est-ce qu'il y a une action, est-ce que vous n'êtes peut-être pas les moyens, mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une action dans les écoles, un peu partout, que des gens, parce que c'est là que ça se passe aujourd'hui. L'avenir, il est là. Il est que ce que vous racontez là, avec cette exposition, et puis ce combat qui a été exemplaire à tout point de vue, le raconter dans les écoles et un peu partout. Oui, alors évidemment, nous on a aussi un programme pédagogique, une offre pédagogique pour les jeunes et scolaires. Notre cible, même si le mot est affreux, ce sont les élèves de CM2, de 3e et de terminale, c'est-à-dire au moment où dans leur parcours, ils abordent la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr. On fait beaucoup de choses, et puis l'ordre de la Libération n'est pas un ordre germano-pratin, c'est-à-dire que le général Baptiste, qui est le délégué national, le patron de l'ordre, signe des conventions partout en région, avec des collectivités, avec l'idée de faire ressortir de l'ombre les héros locaux, parce que l'ordre de la Libération, c'est 1038 compagnons, mais c'est aussi 65 000 médaillés de la résistance française, et qui essaiment le territoire national. Et donc les faire ressortir et faire contribuer les élèves à les faire ressortir localement, c'est sans doute le meilleur des moyens, pas simplement de leur redonner vie, mais aussi de faire réfléchir les jeunes sur ce que c'est que l'engagement. C'est ça, et aujourd'hui, c'est tellement important, aujourd'hui, c'est devenu... Mais alors, comment ça se passe pratiquement? Il y a des gens qui vont dans les écoles, comment ça se passe Alors, concrètement, nous, on invite les écoles, en leur donnant quelques moyens de la France entière, à venir, quand il y a des conventions signées avec les collectivités, à venir au musée, gratuitement, on leur fait vraiment une médiation, etc. Et puis, localement, ce qui marche très bien, c'est quand, justement, une municipalité, un département, décide de rendre hommage à un certain nombre de résistants locaux un peu oubliés, et qu'à ce moment-là, les élèves ont
on les associe, mais pas en spectateurs, en acteurs. Et c'est-à-dire souvent on leur demande de restituer eux-mêmes la vie de ces personnages. C'est-à-dire que ça les oblige à travailler, à s'informer. À faire une information, enfin à faire un... Oui. Voilà, et à comprendre de qui on parle et ce que ça représente. Et ça marche véritablement très bien. Et en plus, quand c'est associé à une manifestation, vous avez des drapeaux, des porte-drapeaux, une petite délégation militaire, que les enfants chantent le chant des partisans. Vous voyez, ça permet d'irriguer un peu les mémoires. Et j'espère que dans les classes, les professeurs et les instituteurs reprennent ça. Parce que c'est important. Je vais vous dire, moi j'ai un certain âge, de plus en plus. C'est très clair. C'est une bonne chose. Oui. Alors ce musée, on peut dire qu'il retrace toute l'histoire, c'est ça, de la France libre de 40 à 45. Alors, qu'est-ce qui est exposé exactement ? Alors, ce serait prétentieux de dire qu'on est toute l'histoire de la France libre ou de la résistance. On parle de la France libre, de la résistance et aussi de la déportation politique, c'est-à-dire celle qui a touché les résistants. C'est les trois thèmes du musée. Mais c'est véritablement à travers l'individu, donc à travers le parcours individuel des compagnons. On rentre dans cette histoire par l'engagement individuel, le destin, le choix de vie. Et à travers quand même des objets qui sont... on a les vêtements de Jean Moulin, un uniforme du général Leclerc, le poste de radio sur lequel les habitants de l'île de Sein ont entendu le discours de De Gaulle le 22 juin, donc le deuxième discours. Vous voyez, ce genre de choses, des brassards, des armes, des traces que l'action a existé, des preuves que l'action a existé. Et alors, on a aussi une salle qui est dédiée à De Gaulle, qui est probablement le lieu au monde où il y a le plus d'objets patrimoniaux du général de Gaulle présentés, parce que le lien entre De Gaulle et ses compagnons était extrêmement fort, à tel point que seuls les compagnons de la Libération ont eu droit à la demande du général, par exemple à venir à ses obsèques à Colombey, les deux églises, en novembre 1970. Oui. Et il y a des films aussi. Est-ce qu'il y a vous avez des projections Dans l'exposition dont on parle, là, on a un film anglais formidable de 1946 qui s'appelle Now It Can Be Told, ça veut dire maintenant on peut le dire, et qui montre la formation des agents, leurs opérations avec des vrais agents qui jouent le rôle. C'est une histoire un peu... voilà, et on voit vraiment tous les stades de la formation, donc c'est des petits extraits. Et en conclusion de l'exposition, on a des témoignages de 7 de ces compagnons de la Libération qui ont été des agents clandestins et qui racontent un peu leur expérience, le recrutement, le départ en mission, les risques de la clandestinité, la mort. Vous avez Cordier, bien sûr. Oui, absolument, il y a Cordier. Ouais. Eh oui. Merci Vladimir Trouplin d'être venu sur Sud Radio. Alors je précise que le catalogue de cette exposition est publié aux éditions Herman, ou Herman, dit-on. Voilà. Et il est vraiment remarquable. Il se lit comme un vrai livre d'histoire. Alors chers auditeurs, ne ratez surtout pas cette exposition. Donc elle a lieu, je le répète, au musée de l'Ordre de la Libération à Paris jusqu'au 16 octobre. Autre événement incontournable, celui-ci a lieu ce week-end et c'est à Saumur. C'est les journées donc du livre et du vin. De nombreux auteurs, important, donc, ça. Très important effectivement. De nombreux auteurs donc sont attendus. Yann Kefelec, Éric Orsena, Bernard Werber, Cali, Anthony Delon, Jacques Pradel, Régis Varnier et surtout Alain Baraton qui est donc le parrain de cette 26e donc édition qui est placée cette année donc sous le signe de la nature. Et donc ce fameux jardinier du château de Versailles sera notre invité André Berkoff donc la semaine prochaine sur Sud Radio. Vendredi prochain, il sera avec nous en direct de 13h à 14h. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Donc l'hypersensibilité, est-ce un handicap ? Réponse dans un instant avec le pédopsychiatre Stéphane Clerget.